Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre a reçu le label de. Les membres du jury ont aimé cette fresque historique et passionnée sur la naissance et l'évolution des réseaux professionnels féminins. L'auteur donne les raisons d'adhérer à ce type de réseau pour une femme et pour un homme. En somme, faire évoluer la notion de mixité. Elle propose aussi des pistes méthodologiques pour lancer un réseau professionnel féminin dans une entreprise, appuyé le plus souvent désormais sur un réseau social, numérique, d'entreprise afin d'amplifier son audience et sa couverture géographique. Dédicace. À ma fille Jeanne et à mon fils Sacha. Remerciements. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé de façon directe ou indirecte à élaborer cet ouvrage. Merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de témoigner et permis d'étoffer cette enquête. Ils viennent de chez BNP Paribas, Areva, Société Générale, Orange, IBM, PPR. Merci à Louise Beveridge pour sa préface et à Sophie Vernet pour sa confiance. Merci à l'équipe de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise, Sophie Zirieb, Pierre, pour leur accompagnement, leur précision, leur avis et leur fastidieux travail de relecture et de correction. Merci à Hélène, Chloé et Stéphanie pour leurs introductions, leur disponibilité, leur soutien et leur sympathie. Merci également à Elisabeth Caraco pour son aide précieuse et sa réactivité. Merci plus largement à tous les sponsors qui m'ont aidé dans mon parcours professionnel. Sans oublier un très grand merci aux personnes qui ont pu me discriminer ici et là, et qui ont renforcé mon envie de me battre pour ma propre carrière. Préface. De l'influence grandissante des réseaux de femmes. Préface par Louise Beveridge. Aujourd'hui, les femmes sont formées, diplômées, qualifiées, intégrées, mais aussi disponibles et en mesure d'apporter leur regard sur l'entreprise et ses défis. Depuis quelques années, les entreprises ont pris conscience qu'elles ne pouvaient plus se passer de la moitié de leur talent, que la mixité n'était pas une contrainte mais une richesse et une formidable source d'opportunités. Dans tous les secteurs, les réseaux professionnels de femmes prospèrent. Indubitablement, les temps changent. Les femmes sortent de l'ère de la discrétion. En créant ou en rejoignant ces réseaux, elles veulent être plus visibles, se faire entendre, contribuer au débat sur la mixité, l'égalité professionnelle, l'accès aux postes à responsabilité et leur représentation dans les structures de gouvernance. Les réseaux de femmes font désormais partie du paysage des entreprises. Ils sont un rouage nécessaire dans un système complexe. Ils fournissent un lien social entre les salariés, la direction, les ressources humaines. Ils développent et mettent en œuvre des programmes concrets, formation, mentoring, sensibilisation du management, évolution des politiques ressources humaines, pour faire évoluer les mentalités et promouvoir la diversité des talents au sein de l'entreprise. Depuis quelques années, les réseaux de femmes sont entrés dans une nouvelle phase, ils se professionnalisent, évoluent, se renforcent. Pour se faire entendre, les réseaux de femmes sont de plus en plus nombreux à se regrouper. Des regroupements que l'on trouve dans plusieurs secteurs, afin d'embrasser de manière plus large des problématiques qui dépassent le simple niveau de l'entreprise, et qui montre bien la volonté des entreprises de s'unir pour mieux avancer ensemble. Quel que soit le milieu, le secteur, les réseaux de femmes sont avant tout des lieux de rencontre, d'échange, de partage, d'imagination, de rire. Et quelle meilleure preuve de leur succès et de leur influence ? Le fait que les hommes s'y intéressent ? Pourquoi des réseaux professionnels de femmes ? Pour qui ? Comment ? Pour quels résultats ? Claire Laugier nous propose dans son ouvrage une véritable enquête au cœur de ces réseaux. Louise Beveridge. Présidente fondatrice de BNP Paribas Mixity. Directrice de la communication du groupe PPR, membre du comité exécutif. Avant-propos. Contexte. Le temps n'est plus à l'émancipation de la femme en France. Il est un fait avéré de nos jours que les Françaises, dans leur grande majorité, travaillent. D'après une étude établissant le baromètre de confiance des femmes cadres sur l'égalité professionnelle, elles seraient même aujourd'hui fortement diplômées et intégrées à l'entreprise. En effet, 85% d'entre elles sont titulaires d'un niveau Bac+5 et 84% travaillent à temps plein. Carriéristes certes, mais néanmoins épouses et mères,
elles sont 78% à être mariées et 75% à avoir des enfants. Les jeunes femmes de la génération d'E.T. en sont sûres, la parité est là. Professionnelle, épouse et mère est une équation parfaitement à leur portée. C'est ce que disent en tout cas Virginie Lavizone et Agnès Poirier à travers leur documentaire. Bienvenue dans la vraie vie des femmes. Quoique l'adjectif « vrai » prenne toute son ambivalence avec les quelques données statistiques affichées en début de reportage. 25% c'est l'écart moyen des salaires entre les hommes et les femmes. 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ou encore, avec l'arrivée d'un enfant, 40% des femmes ont un changement professionnel dans l'année qui suit. La question des femmes au travail n'est donc pas une affaire classée, car leur carrière, leur journée, leur salaire, ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. De l'extérieur, elles sont fières de donner l'image d'un formidable accomplissement mêlant famille et carrière, surtout au regard de certains pays du sud de l'Europe encore très traditionnels. La France aurait tout. Le plus fort taux de fécondité d'Europe, un nombre de femmes actives record, de hautes études. Hors de l'intérieur, elles sont encore une majorité à assumer le lourd cumul des charges quotidiennes et ne font pas de carrière aussi brillante que leurs homologues masculins. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, seulement 10% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Et moins de 30% d'entre elles sont à des postes d'encadrement dans ces mêmes organisations. De larges freins les empêchent encore d'atteindre les pôles de direction. D'après Dominique Méda et Hélène Périvier, il est temps d'entrer dans le deuxième âge de l'émancipation. Le problème n'est plus en effet leur accès à l'emploi mais plutôt leur employabilité, à savoir une bonne utilisation de leurs compétences et une meilleure gestion de leur carrière. Dans ce contexte, l'entreprise, poussée par la société civile, se sensibilise de plus en plus aux considérations d'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Elle formalise notamment toutes ces questions autour de réseaux professionnels de femmes. Les réseaux spontanés de femmes ont toujours existé, dans et hors de l'entreprise. Ce qui a fondamentalement changé ces dernières années, c'est leur position au sein des organisations. Désormais, ils émanent de l'entreprise et d'une volonté de traiter les questions liées aux ressources humaines du XXIe siècle, telles que diversité, mixité, égalité professionnelle, ou encore parentalité. Les entreprises du CAC 40 disent aujourd'hui travailler pour les femmes. Peu importe l'objectif réel ou dissimulé, tant pour les entreprises que pour leurs salariés, les réseaux de femmes et de promotion de la mixité présentent plusieurs avantages. Ils créent un outil de communication que les femmes considéraient jusqu'ici comme étant l'apanage des hommes, tout en offrant à l'entreprise la chance de travailler sur sa marque employeur et son marketing social. Ils permettent d'anticiper et de répondre aux changements législatifs auxquels l'entreprise doit se conformer, tout en proposant aux femmes de mieux gérer l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Enfin, ils offrent aux femmes l'opportunité d'avoir une meilleure visibilité sur leur plan de carrière, et à l'entreprise la chance de pouvoir lutter contre la fuite des talents. Attention toutefois, il est évident que ces réseaux ne s'intéressent pas à toutes les femmes et n'ont pas vocation notamment à résoudre leur précarisation dans l'emploi. Leur but est de mettre en bonne adéquation les compétences réelles de femmes talentueuses avec les besoins en capital humain des organisations. À ce titre, Brigitte Grésy a remis à l'été 2009 un rapport à Xavier Darcos, ministre du Travail de l'époque, concernant entre autres choses la question de la représentativité des femmes dans les conseils d'administration français. Elle parle depuis lors elle-même d'un frémissement historique. Et l'actualité lui donne raison. Un frémissement grandement repris par les réseaux de femmes, qui considèrent que l'environnement politique, médiatique, économique et social est propice à l'action. Pourquoi ce livre ? Cadre et jeune maman moi-même, je me suis vue littéralement placardisée à l'annonce de ma première grossesse en juillet 2008. Démissionnaire de l'entreprise discriminante, je n'ai pas pour autant voulu rester passive face à la question de l'avenir de la mère au travail, mère d'une petite fille de surcroît. Je n'ai pas dérogé à la statistique qui veuille que beaucoup de femmes, l'année de leur première maternité, changent radicalement leur environnement professionnel. Alors j'ai presque tout recommencé. Après m'être engagée dans un Master 2 en ressources humaines, j'ai ensuite refait un stage à 33 ans révolus. Et enfin, après un an d'investissement acharné,
j'ai été embauchée dans un groupe réputé non discriminant à un poste RH intéressant. Ma carrière a pris un nouveau tournant plein de promesses et de possibilités. Mais la route est encore longue. J'aspire comme beaucoup de femmes de ma génération à ne pas être qu'une mère, à ne pas être qu'une collaboratrice à potentiel, mais à trouver le point d'équilibre entre ces deux mondes que sont le diptyque famille et carrière. Plus généralement, j'ai souhaité comprendre où résidaient les freins sociétaux des femmes d'aujourd'hui, ambitieuses de tout. Et comment et pourquoi l'entreprise tentait de s'adapter à leurs attentes. Il m'a paru d'abord essentiel de faire un tour d'horizon de l'histoire du travail des femmes cadres sous un angle aussi bien juridique, politique, social qu'économique, ainsi qu'un historique des réseaux de femmes. J'ai ensuite enquêté auprès des femmes bien sûr, des entreprises aussi, mais surtout de ces nouvelles organisations féminines qui œuvrent pour que la société avance. Mon enquête comporte 4 grilles d'entretien, car j'ai interrogé aussi bien des personnes en charge de réseaux professionnels féminins, des femmes cadres, des collaborateurs et des collaboratrices de la fonction RH que des experts de la question des femmes ou des réseaux. Mon champ d'investigation s'est essentiellement porté sur les entreprises du CAC 40, dont les services RH ont la capacité et le devoir de se poser la question et d'agir par rapport à la carrière des femmes. Des analyses que j'ai pu en tirer m'ont incité à en sortir des préconisations d'aide à la mise en place d'un réseau professionnel féminin en entreprise, ainsi que les bonnes pratiques existantes et futures qui peuvent aider les femmes dans l'adéquation de leur vie personnelle et professionnelle. Autrement dit, si vous êtes une femme qui travaille, mais si vous êtes aussi une entreprise avec un réseau professionnel existant ou en devenir, cet ouvrage est fait pour vous. Les réseaux professionnels féminins. Préambule, travail des femmes, de quoi parlons-nous ? Si l'on considère qu'une femme a aujourd'hui les mêmes droits qu'un homme, tel n'a pas toujours été le cas en France. Il est important de rappeler que nous nous intéressons dans cette première partie à l'histoire de la femme et à l'accession de son indépendance, autant financière que sociale. On se concentrera donc sur l'accès des femmes au travail et aux différences qui existaient et existent toujours entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, en matière de salaire certes, mais aussi et surtout en matière de carrière et de responsabilité. Le regard porté sur la condition de la femme au travail le sera au travers de ce que dit la loi, de ce que fait l'État et de comment évoluent les entreprises et la société. En guise de préambule, il est bon de rappeler le sens de termes parfois flous tels que égalité professionnelle, réseau, diversité, minorité visible et responsabilité sociale de l'entreprise, dite RSE. En effet, le sens strict de la diversité quand elle est appliquée à l'entreprise, désigne la variété de profils humains qui peuvent exister en son sein. On ne différencie donc pas la race, la religion, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle du genre. La diversité dans l'entreprise est un dispositif de lutte contre les discriminations, au regard de l'emploi. Elle suppose de définir la compétence comme seul critère. Cette définition est à isoler de ce qu'on appelle minorité visible, qui désigne une minorité nationale reconnaissable par son apparence physique, à savoir le plus souvent par sa couleur de peau. On ne parle donc pas de minorité visible quand on parle des 13 millions d'actives, contre 15 millions d'actifs, à savoir 46% de la population française. Source INSEE, recensement de 2007, mais d'un pan de la diversité de la population. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, HALD, est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004, qui a vocation d'aider toute personne discriminée, y compris la femme. On entend parler aussi beaucoup de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, terme encore plus générique qui englobe le développement durable, la qualité de vie au travail et l'égalité de traitement. De même l'égalité professionnelle, souvent assimilée autant à un pan de la RSE que de la diversité, définit l'égalité des droits sociaux des femmes par rapport aux hommes et inversement, oui, les hommes aussi peuvent se sentir discriminés. Le plafond de verre ainsi que les inégalités de rémunération et de traitement découlent implicitement de cette problématique. On parlera aussi dans cet ouvrage de marketing social, un marketing d'un genre nouveau qui considère que les collaborateurs sont un capital qu'il faut savoir valoriser, fidéliser par des actions d'ordre social. Enfin,
Une de ses émanations, la marque employeur, envisage comme son nom l'indique l'entreprise comme une marque sur laquelle il faut communiquer pour attirer et fidéliser les collaborateurs. On parlera enfin de réseau féminin, et c'est le sujet qui nous occupe le plus ici, à savoir de la capacité des femmes ou des entreprises à se préoccuper des difficultés de la femme au travail, de se fédérer et de s'organiser pour faire évoluer les mentalités, les lois, l'économie et la société. Pour rappel. État des lieux. Chronologie des lois. Droit social des femmes. Contrairement à une idée reçue, le travail des femmes en France n'est pas d'origine récente, et son développement n'a pas été linéaire. Son histoire démontre une alternance de périodes favorables, durant lesquelles le statut et les droits des femmes progressent, et de périodes de régression où sont remis en question non seulement leurs droits mais également leur accès au travail. Le mouvement français pour le planning familial a recensé une histoire du travail des femmes sur son site internet. J. Howard Miller's We Can Do It. They are commonly referred to as Rosie the Rivetée. Il y est expliqué qu'au XIVe siècle, par exemple, les femmes peuvent exercer divers métiers tels que médecins ou meunières. Alors qu'au XVIIIe siècle, le travail à l'extérieur du foyer est assimilé à de la prostitution. En effet, sous la Révolution française, la plupart des députés partagent les conceptions exposées dans Émile ou de l'éducation de Rousseau d'un idéal féminin restreint au rôle de mère et d'épouse. À la fin du XIXe siècle, en revanche, le travail des femmes est visible et intégré au développement économique, et en 1906, 44,8% des femmes sont actives. Mais cette situation se heurte à deux problèmes sociétaux majeurs. Le travail des femmes menace l'équilibre familial et il représente une concurrence inquiétante pour leurs homologues masculins. D'après l'ouvrage de Françoise Batagliola sur le travail des femmes, dès 1861 les réformateurs dénoncent les effets dévastateurs du travail des femmes à l'extérieur du foyer sur la morale familiale, voire sur l'équilibre de la société tout entière. Les mentalités et la loi poussent les mères à abandonner leur travail pour élever leurs enfants. Elles sont perçues comme les maillons indispensables de la chaîne d'amélioration de la force de travail des futurs travailleurs. C'est pourquoi l'État se sent investi d'un rôle protecteur à leur égard, en tentant de lutter contre la dénatalité et la mortalité infantile. À ce titre, en 1892, une loi établit des barrières à l'accès des femmes au secteur masculin, leur interdit le travail de nuit, et cadre leur journée à 11 heures avec repos hebdomadaire obligatoire. Il faudra attendre 1906 pour que ce même repos soit accordé aux hommes. Cependant, la loi de 1892 ne prend pas en compte les ateliers familiaux et si les femmes sont supposées travailler moins dans l'absolu, elles sont surexploitées à l'intérieur du foyer. L'application de cette loi a surtout eu pour conséquence la légitimation d'une certaine conception sociale des femmes uniquement comme mères au foyer. Le congé maternité n'est mis en place qu'en 1913. La France, très à la traîne, est le dernier pays d'Europe à accorder ce droit. Des luttes intestines contre ce congé de maternité opposent libéraux, médecins ou autorités religieuses craignant pour le taux de natalité de la nation. Travailler n'est pas un droit pour elles, tout au plus une concession. Le travail des femmes du XXe siècle sera encore perçu comme un travail d'appoint. Travailler n'est pas un droit pour elles, tout au plus une concession. La Première Guerre mondiale représente certes un bouleversement de la place des femmes dans la société française, mais cette période ne constitue qu'une parenthèse dans l'histoire. C'est d'abord la contrainte de ressources qui les pousse à chercher un emploi, quand leurs maris sont partis au front. Les aides de l'État manquent pour subvenir à leurs besoins, et le choix est vite fait entre la loi sur la natalité et le maintien de l'économie pendant la guerre. C'est pourquoi, dès 1914, toute réglementation du travail féminin est suspendue. L'État lui-même pousse les industriels à employer des femmes dès 1915. Mais leur arrivée dans les usines de guerre oblige à réorganiser, rationaliser et moderniser l'outillage du travail à la chaîne. Si les femmes des milieux populaires sont mobilisées, celles de milieux plus aisés s'engagent en nombre dans le bénévolat. Françoise Batagliola attribue cet investissement dans des œuvres de charité à la prise de conscience des femmes que le travail peut être un droit pour elles, à une appétence naturelle vers les métiers du social, voire même à une aspiration vers des professions libérales, intellectuelles et commerciales.
C'est d'ailleurs en 1915 et 1916 que les écoles d'ingénieurs et de commerce sont ouvertes aux femmes. Les femmes sont en revanche massivement renvoyées dans leur foyer à l'issue de la guerre, avec la consigne de repeupler la France. Les femmes partent alors plus volontiers à la conquête du secteur tertiaire, type administration ou enseignement. Elles ne sont pas considérées comme de réels employés, mais comme des auxiliaires. On parle, pour désigner les rares femmes qui atteignent des postes à responsabilité, d'infiltration de femmes dans la carrière des hommes. Les périodes de crise économique sont celles où l'offensive contre le travail féminin est la plus forte. La crise de 1929 conduit à des mesures autoritaires spécialement pour les femmes mariées et mères de famille. En 1933 se tient un congrès international pour le retour de la mère au foyer. Allocation pour les femmes acceptant de quitter leur emploi, majoration de salaire pour les hommes ayant d'une femme qui ne travaille pas, restriction du nombre de postes au concours pour les femmes dans l'administration. Sans aboutir à une interdiction de travailler, ces mesures ont une vocation incitative. Peu conscientes de leur statut de travailleuses, beaucoup d'entre elles ne se déclarent pas chômeuses lors de la perte de leur emploi suite à la crise. Le gouvernement de Vichy continue sur cette lancée avec un projet en 1940, réglementant la vocation reproductrice des femmes et des restrictions législatives du travail féminin. Cependant, la nécessité faisant loi en période de guerre, toute interdiction concernant le travail des femmes est à nouveau levée en mai 1942. À partir de 1945, le nombre de femmes n'ayant jamais travaillé diminue jusqu'à devenir quasi nul. Les femmes se répartissent alors en deux groupes, celles qui sont actives toute leur vie et celles alternant travail et foyer. De la libération à la récession de 1974, la pénurie de main-d'œuvre stimule le travail des femmes. Le tertiaire est le secteur qui leur offre le plus de débouchés. Elles sont en majorité de simples employées, et les rares cadres moyens sont des institutrices. Les années 50 et 60 sont paradoxalement, à la fois considérées comme l'âge d'or de la famille et de la femme au foyer, mais aussi celle de l'augmentation du nombre de femmes et de mères sur le marché du travail. La femme reste toutefois la marque de la réussite sociale du mari, ce qui amène les femmes des milieux aisés à ne pas travailler, quand celles des milieux moins favorisés travaillent pour permettre au foyer de vivre mieux. En parallèle, ces années-là sont celles du contrôle des naissances avec l'accès à la pilule et avec lui celui de femmes plus disponibles pour travailler. En 1967, la loi Neuwirth légalise en effet la pilule contraceptive et lève une loi vieille de 1920 qui interdisait toute forme de contraception. En 1965, enfin des travailleuses à part entière. À partir de 1965, les femmes mariées sont enfin considérées comme des travailleuses à part entière. Ce qui signifie qu'elles peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari, aliéner leurs biens personnels en toute propriété et percevoir l'allocation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.